Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux bilan lecture du mois de mai et il est assez chargé puisque j'ai plus lu que travaillé sur mon mémoire, évidemment on s'en doutait. Et du coup en ce mois de mai j'ai lu 8 romans, 28 mangas et 3 BD romans graphiques voilà, que je mets dans la même catégorie. Donc on va commencer sans plus tarder parce que ça va être assez long, mais je vais passer vite sur certains titres puisque pour certains je vais accorder un zoom sur et je vais même vous laisser choisir le zoom sur du mois de juillet pendant la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Je commence la vidéo avec la suite de saga que j'ai lu puisque j'ai essentiellement lu du one shot, donc je vais déjà commencer par ça. Donc j'ai lu le tome 4 et 5 de la première époque de l'Assassin Royal. Il me restera donc plus que le tome 6 à lire en juin pour terminer cette première époque. Et qu'est-ce que c'était bien. J'ai vraiment adoré, vu mon coup de cœur en fait pour le tome 3, la manière dont ça se finit, les messages forts que ça engendrait. Évidemment la suite a été totalement à la hauteur de mes espérances. Vraiment l'Assassin Royal me fait voyager, j'aime beaucoup, j'ai des coups de cœur pour chaque tome. Et même si le tome 5 était plutôt longuet, je trouve, sur sa première partie, la deuxième moitié, évidemment, rattrape le tout puisque la tension monte pas mal. On sent qu'on se rapproche de quelque chose qu'on attend depuis un moment. Voilà, on va avoir des réponses et on en a en fait un petit peu distillé partout. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce tome 4 et 5, c'est que, sans vouloir trop vous spoiler, et aussi parce que je vais faire un zoom sur la première époque, certainement au mois d'août. Et voilà, pour ne pas trop vous spoiler, j'ai beaucoup aimé la relation entre Fitz et son meilleur ami, on va dire, parce que j'ai pris conscience que Robina, elle avait tellement fait évoluer cette relation avec un tel naturel. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai que leur langage et leurs échanges entre ces deux êtres est beaucoup plus riche qu'au début et en fait l'évolution s'est fait progressivement et je m'en suis seulement rendu compte là, je me suis dit waouh, on revient de loin. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect et aussi dans ce tome 5 on a l'apparition de deux personnages qui sont super intéressants. J'en dis pas plus parce que voilà, pour ceux qui sont dans la série ou ceux qui n'ont pas encore commencé, vous savez même pas de quoi je parle. Mais voilà, j'ai trouvé ces tomes vraiment très riches, très... Enfin, ça m'a encore plus rapproché de Fitz finalement, puisque Fitz s'avère être totalement perdu parce que c'est vrai que j'adorais le Fitz un petit peu innocent qui faisait ce qu'on lui disait. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même un humain derrière et qu'il a des émotions, des envies. Mais que peut-être qu'il ne pourra pas toujours vivre comme lui comme lui ça bon lui semble. Et voilà, j'ai aussi aimé le fait qu'on s'écarte pas mal de Molly de toute manière depuis le tome 3. Donc ça c'est bien parce que je pense que voilà, dans Assassin Royal c'était vraiment Molly, le personnage qui m'embête le plus. Vraiment j'ai un peu de mal avec ce personnage malheureusement. Mais bon, soit, voilà, bref, je vous en reparlerai quand j'aurai lu le tome 6 et dans un zoom sur ce sera plus simple pour cibler les gens que ça intéresse. Mais en tout cas, vraiment excellent ces tomes, j'ai passé un incroyable moment. Ensuite, j'ai lu Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille qui m'a été offert à mon anniversaire par Marine. Si tu passes par là, je te remercie encore une fois. Celui-ci est beaucoup passé l'année dernière à sa sortie. Voilà, il y a eu de nombreux coups de cœur sur cette histoire entre comment elle s'appelle, entre Léa et Anthony qui sont des ados de 16 et 17 ans qui vivent dans un milieu totalement différent puisque Mike vit plutôt dans des quartiers de cité et quant à elle, Léa vit plutôt dans des quartiers voilà, assez aisés. Et du coup, ce qui lie les deux personnages, c'est leur attrait pour le basket. Et donc on a Léa qui, elle, de son côté, voilà, est totalement prête à être professionnelle dans le monde du basket. Et quant à lui, Anthony est plutôt à jouer au basket pour le fun, voilà, pour jouer avec ses amis, mais pas plus que ça. Et j'ai beaucoup aimé le premier quart de ce roman, voilà, qui va
nous montrer une Léa assez désespérée, assez têtue, assez égoïste, assez dans le déni en fait, puisqu'il va lui arriver quelque chose dans la vie, quelque chose d'assez horrible, de très horrible même. Et du coup, pendant tout le long de ce roman, elle va être pas mal dans ce déni-là, alors que beaucoup de gens vont essayer d'être là pour elle, mais elle va tout rejeter. Et elle, ce qu'elle veut faire, c'est du basket. Et donc elle va petit à petit se rapprocher d'Anthony parce que voilà, Anthony lui il connaît pas son passé, donc c'est plus simple pour elle de discuter avec lui et puis finalement une relation va se tisser entre les deux. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? J'ai trouvé que c'était un bon roman, loin d'être un coup de cœur parce que le personnage de Léa, même si j'ai totalement compris ses émotions, etc., en fait, son caractère très égoïste et très égocentré m'a agacée au bout des 3/4 du roman parce que ça commençait vraiment à me taper sur le système, voilà, parce que c'est vraiment le genre de personne qui a la chance d'avoir un nombre incalculable de gens autour de lui, présentes, qui veulent l'aider, mais qui rejettent tout. Et, et en fait, je me suis reconnue dans pas mal de situations, mais pas du côté de Léa, du côté des autres plutôt. Et voilà, au bout d'un moment, c'est un personnage qui m'a cassé les pieds. Après, voilà, ça évolue parce qu'il y a un petit peu la résolution. Résolution que j'ai trouvé qui allait un petit peu vite, un petit peu simple à mon goût. Mais bon, voilà, c'est un petit peu les 2 points négatifs de ce roman. Sinon, voilà, c'est un chouette roman qui aborde des thématiques comme la maladie, la passion, se priver de sa passion, côtoyer des gens qui vivent différemment. Voilà, c'est vraiment une lecture aussi sur la famille qui m'a beaucoup touchée par moments, voilà, donc c'était vraiment une chouette lecture. Même si voilà, il y a des passages où je me suis un petit peu ennuyée et clairement aussi, il y a un troisième point qui m'a un petit peu dérangée aussi, c'est la relation entre Léa et Anthony que des fois j'ai pas trouvé assez creusée. J'ai trouvé très simple et très peu mémorable finalement. Mais voilà, dans l'ensemble c'est un très bon bouquin, mais pas le coup de cœur attendu de mon côté. Ensuite, j'ai lu Verity, donc de Colleen Hoover, qui m'a aussi été offert à mon anniversaire par ma sœur. Et donc Colleen Hoover qu'on connaît pour ses romans, sa new romance même, et que là on la retrouve dans un registre assez différent puisque c'est un thriller, même si on sent quand même l'autrice de romance derrière, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup dans ce livre on va suivre Lowen qui est une jeune femme écrivaine qui voilà, a des bouquins qui se vendent pas trop, elle s'expose pas tellement, voilà, elle a beaucoup de problèmes d'argent, vraiment il n'y a pas grand chose qui lui sourit à la vie. Et on la retrouve un matin lors d'un rendez-vous professionnel où elle va rencontrer un éditeur et son client s'appelle Jérémy. Et Jérémy il est là parce que c'est le mari de Verity Crawford. Et Verity Crawford c'est une autrice très reconnue qui fait un carton avec ses bouquins. Sauf que cette dernière a eu un accident de voiture et ça fait qu'elle a été immobilisée et qu'elle est dans une sorte de paralysie voilà, on n'est pas sûr qu'elle sorte de cette paralysie un jour. Lowen va du coup un petit peu éplucher les notes de Verity pour pouvoir continuer son bouquin. Sauf qu'elle va tomber sur des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Et c'est un super chouette thriller autour de l'écriture et de tout ce que ça engendre pour l'écrivain. J'ai beaucoup aimé cet aspect écrivain qu'on nous décrit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Colleen Hoover dans celui-ci. Je trouve que c'est cool de voir des auteurs qui sortent un petit peu de leur zone de confort. Et voilà, pour moi c'est réussi. Voilà, elle a su mélanger thriller et romance. Puisque voilà, j'imagine qu'elle n'oublie pas d'où elle vient et que la romance c'est ce qu'elle aime faire. En tout cas, pour moi c'était une réussite. Voilà, j'ai trouvé que l'attention en général était bien maîtrisée, les personnages je les ai trouvés très attachants. J'ai trouvé que la vision qu'on a de Verity, voilà, paralysée dans son lit, avec qui on ne peut pas échanger finalement, mais qu'en fait on sait tout d'elle à travers Lowen et toutes ces notes d'écrivain. J'ai trouvé cet aspect vraiment, vraiment sympa, j'ai trouvé ça original en fait.
J'ai trouvé que certains trucs étaient assez prévisibles et finalement la toute fin m'a beaucoup étonnée. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé ça en trop, qui n'ont pas forcément apprécié et moi je trouve que voilà ça donne ce truc unique auquel je ne me suis pas du tout attendue et voilà qui a fait en sorte de donner une nouvelle tension au récit. Voilà, donc je lui ai mis un petit 4 sur 5, donc c'est que j'ai bien apprécié et franchement, voilà, si vous lisez pas trop de thrillers, voilà, c'est vraiment léger, mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Si vous aimez en plus la romance, voilà, franchement, c'est un petit mix parfait. Voilà, autour du thème de la famille et de l'écriture notamment. Et pas mal de drame parce que il est arrivé des choses assez horribles dans cette famille. Si vous le lisez, vous allez les découvrir. Ensuite, si j'ai eu un coup de cœur pour l'Assassin Royal, j'ai également eu un coup de cœur pour Tofi et moi de Sarah Crossan. Voilà, encore un coup de cœur pour cette autrice qui écrit donc des romans en vers libre. Donc c'est des romans qui se lisent très très vite. Et qui ont une certaine poésie du coup. Et donc dans Tofi et moi, on va suivre Alison, qui est une jeune adolescente qui est victime de violences familiales et qui du jour au lendemain voilà, va se retrouver un petit peu à la rue parce que il s'est passé quelque chose et c'était trop pour elle. Et alors qu'elle loge dans une cabane voilà, dans la rue, son chemin croise celui de Marla qui est une vieille femme et qui va la reconnaître comme étant Tofi. Donc Alison n'a aucune idée de qui est Tofi, sauf que elle va profiter de ça pour pouvoir loger chez cette dame. Sauf que cette dame, voilà, est un petit peu perdue dans ses pensées. De temps en temps, elle va vouloir que Alison parte. Elle va lui dire sors de chez moi. Voilà, elle est très instable. Ses souvenirs sont très flous. Elle ne sait plus forcément qui est qui. Celui-là, c'est le dernier qui est sorti d'elle en France. Et je sais que j'avais vu des avis comme quoi de ceux qui étaient sortis, c'était celui qui avait le moins plu. Et pour moi, je pense que celui-ci, il avait une saveur particulière parce que je me suis beaucoup reconnue dans certaines situations. Et j'ai trouvé celui-ci particulièrement poétique sur certaines phrases, certaines citations. J'en ai relevé beaucoup par rapport aux autres que j'avais pu lire. Mais celui-ci, voilà, je l'ai trouvé particulièrement réussi. Vraiment, il avait une... Voilà, il m'a vraiment beaucoup plu. Et en plus, il allie vraiment pas mal de thématiques, donc notamment les violences familiales, les traumatismes, mais aussi la démence des vieilles personnes voilà, qui perdent un petit peu la tête, qui malheureusement sont replongées dans des souvenirs douloureux, pensent que certaines personnes sont encore là alors qu'elles ne le sont plus. Il va y avoir un lien qui se tisse entre Alison et Marla, qui est un lien que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. Voilà, j'ai vraiment tout aimé dans ce roman. Honnêtement, la reconstruction de Tofi se fait étape par étape. Je l'ai énormément aimé. La résolution n'est pas du tout simple, elle est complexe et elle n'est pas terminée en fait finalement parce que c'est compliqué de se relever entièrement. Et voilà, vraiment gros coup de cœur pour Tofi et moi, qui malheureusement je peux pas trop vous en dire parce que voilà ça se lit très très vite, mais vraiment foncez sur celui-ci, honnêtement il est incroyable, j'ai adoré, les personnages sont creusés, ils sont touchants, voilà, ils prennent aux tripes vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable, j'arrivais pas à le lâcher pendant ma lecture, donc voilà, Tofi et moi, une réussite pour ma part. J'ai lu un tout court roman qui m'a été envoyé par les éditions Slalom. Voilà, donc c'était un roman qui fait à peine 140 pages. Et il s'agit de L'étrange garçon qui vivait sous les toits. Voilà, donc de Charlotte Bousquet, Christine Ferré-Fleury et Fabien Fernandez, que j'avais un petit peu peur de lire parce que on nous plonge en fait en 2020 en plein confinement. Donc le premier confinement et Nina est déposée chez une vieille femme qu'elle ne connaît pas par son père parce que son père travaille dans les hôpitaux et il préférait qu'elle soit en bonne compagnie avec cette dame qu'elle ne connaît pas. Et donc Nina se dit que ça y est, elle va vivre un enfer. Je sais pas trop comment vous en dire sans trop vous en dire, mais donc elle va rencontrer ce garçon qui vit sous les toits et il est étrange, voilà, comme dit le titre. Voilà, il est assez bizarre.
il y a des choses bizarres qui se passent autour de lui. Et on va aussi suivre ce garçon, voilà, de son point de vue à lui, puisque il va voir Nina rentrer dans le bâtiment, voilà, il va l'observer depuis les toits. Et c'est un récit, voilà, sans trop vous en dire, c'est un récit qui va nous plonger en fait, qui va nous faire un parallèle entre confinement des années 2020 et Seconde Guerre mondiale, plutôt période Veldiv en France. Donc Veldiv qui est la plus grosse rafle française de la communauté juive. Voilà, c'était assez prenant. C'est un récit vraiment touchant et percutant évidemment, comme vous vous en doutez, puisque voilà, on parle de cette période assez horrible de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'avoue que j'aurais été un petit peu plus touchée si le roman était un peu plus épais, parce que bah voilà, je vous le dis, je l'ai lu entre midi et 2, voilà, durant ma pause, une fois reçu, une fois lu. C'est vrai que du coup, j'ai pas eu assez le temps de m'attacher au personnage et d'être prise dans l'histoire parce que ça allait vite finalement. En même temps, il n'y avait pas non plus énormément de choses à en dire, je pense. Mais je trouve que ça aurait mérité quelques pages en plus pour que je sois vraiment prise dans le récit, parce que c'est vrai que j'ai généralement du mal avec les romans courts parce que j'ai toujours besoin de plus en fait. Et voilà, c'est quand j'aime quelque chose, j'ai besoin d'aller plus en profondeur dans certains trucs. Mais en tout cas, c'était très bien écrit, voilà, à 3 voix, comme je vous l'ai dit au début. Voilà, avec Charles Bousquet que j'avais pu tester avec Une file dans la foule que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, c'était très bien écrit, j'ai trouvé. Et puis, écoutez, voilà, l'aspect confinement finalement ne m'a pas du tout dérangée. Voilà, donc ça c'est le principal. Et enfin, avant-dernière lecture, cette fois-ci la déception du mois. Il s'agit de Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine. Voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, depuis le mois de mars, puisqu'il est sorti en mars. Et celui-là, je suis un petit peu embêtée parce que voilà, il me tentait beaucoup et je suis vraiment passée à côté. J'ai dû pas mal le lire en diagonale, je vous avoue. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris, mais parce que j'avais même plus l'envie en fait. Et donc dans cette histoire, on est dans l'empire de Texcalani et en fait l'ambassadeur de l'Isel, qui s'appelait Iskandre, est mort, et donc son prédécesseur est une femme qui s'appelle Maït Dzmar. Je sais pas comment on le dit, désolée. C'est assez compliqué les noms là-dedans. Elle part avec un handicap parce que dans cet univers, t'as des puces mémorielles dans chaque ambassadeur qui sont du coup transmis aux remplaçants. Et sauf que celle de son prédécesseur est défectueuse, du coup elle se retrouve un petit peu démunie parce que face à tout ça, elle sait pas comment marche tous les fonctionnements de la société et des problèmes auxquels elle va devoir faire face. Et donc j'ai trouvé le premier quart ou peut-être le premier tiers, je sais pas, de ce roman assez intéressant, voilà, parce que on met en place l'univers, tout ça, la condition de Maï face à face à ses responsabilités en fait qu'elle va devoir endosser alors qu'elle a très peu d'informations sur son rôle. Et du coup, elle va pouvoir compter sur sa chargée de liaison qui va un petit peu l'aider dans tout ce qui est politique, tous ces traquenards, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et j'ai trouvé que dans l'ensemble, ce récit est hyper répétitif, hyper lent. J'ai connu vraiment beaucoup de longueurs que j'ai dû sauter parce que j'en pouvais plus. J'avais clairement pas envie de le lire en plus, mais bon voilà, c'était un SP, donc voilà, il fallait vraiment que je commence à me lancer dedans. Mais c'était vraiment pas la bonne période pour le lire, je pense. Et en fait, voilà, j'ai vraiment eu la sensation qu'on suivait une femme qui se faisait mener par le bout du nez d'un point à un point à un point, et que voilà, du coup, elle prenait très peu de décisions par elle-même. Et ce qui fait que voilà, je ne lirai pas la suite parce que le rythme ne m'a pas plu, la répétition voilà, m'a assommée clairement. L'héroïne, voilà, j'ai pas du tout d'attrait avec elle parce que, bah, comme pour les raisons que je viens de citer. Voilà, l'univers est intéressant, mais voilà, je pense pas perdre mon temps avec la suite parce que voilà, généralement les premiers tomes, si ça me plaît pas assez, je lâche parce que
très souvent je trouve que dans une saga le premier tome est excellent, donc si voilà dès le premier tome ça coince, voilà, je suis pas sûre de laisser sa chance parce que j'ai beaucoup d'autres choses en fait à lire. Et voilà, en fait, j'ai très peu de choses à, voilà, à dire d'autres parce que voilà, j'ai été déçue parce que je m'attendais à quelque chose de plus complexe dans sa politique, dans les intrigues. Voilà, c'était très introductif finalement. Et voilà, peut-être que ça va décoller dans la suite, mais j'ai pas l'envie vraiment de continuer. Et voilà, c'est dommage, ça ne l'a pas fait avec moi, mais ça le fera peut-être avec vous, en tout cas. Et enfin, dernière lecture de ce mois de mai, j'avais besoin d'un truc pas prise de tête, un truc hyper cliché, avec de la romance, tout ça, tout ça. Donc là, au moment où je vous parle, où je vous en parle, je ne l'ai pas fini, donc je vais pas pouvoir trop vous en parler, et que de toute manière, je compte lire les tomes 2 et 3 au mois de juin, donc je vous en parlerai plus à ce moment-là. Mais j'ai commencé Dark Elements, donc Baiser brûlant, de Jennifer L. Armentrout. Donc voilà, qui sera fini pour demain. Demain, nous sommes le dernier jour de mai, mais voilà, il sera fini, hein, clairement, parce que je vais m'y mettre là, aujourd'hui, à fond. Donc Jennifer L. Armentrout, je sais pas comment on dit. Je l'avais lu avec les 2 premiers tomes de Lux, voilà, qui est sa saga la plus populaire, clairement. Et Lux, ça avait une petite saveur de Twilight au début. Et après, voilà, ça s'émancipait un petit peu de ça. Voilà, c'était un truc avec ton voisin qui est un vampire et tout. Voilà, j'avais beaucoup aimé la romance hyper cliché, mais voilà, qui faisait vraiment du bien. J'avais beaucoup aimé les personnages aussi dans Lux. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, j'étais un petit peu moins prise. C'est pour ça que j'ai arrêté au tome 2. Mais j'aimerais bien recommencer. Voilà, je suis curieuse de quand même continuer cette saga. Parce que voilà, j'avais vraiment bien aimé. Et du coup, j'avais un petit peu envie, avec donc Dark Elements, de retrouver ce côté cliché. Voilà, parce que j'en avais besoin, voilà, clairement. Et c'est vrai qu'avec Dark Elements, je retrouve un petit peu certains codes. Mais je suis un petit peu moins addict que ma première lecture de Lux. Donc on verra par la suite. Après, là j'ai eu quelques avis sur les tomes 2 et 3. J'ai un peu peur parce que apparemment le tome 2 c'est vraiment le triangle amoureux hyper relou. Et le tome 3 qui conclut en fait la trilogie est un petit peu déroutant parce que on passe un petit peu du coq à l'âne apparemment. Donc à voir, moi j'en ai pas assez lu pour vous en dire plus que ça. En tout cas je lirai le tome 2 et 3 pour le mois de juin. Voilà, comme ça j'aurai lu la trilogie entière et on verra si je retente du Jennifer ou pas du tout. Du coup, on va passer à la partie manga. Je vais essayer d'aller rapide parce que bon, là il y en a plein que je vais certainement vous présenter dans un zoom sur, donc je vais pas trop m'y attarder. Là, je vais vous présenter 3 mangas que j'ai lus complètement, et du coup, à la fin de cette présentation, je vous ferai un sondage et vous me direz lequel vous préférez que je vous fasse un zoom sur au mois de juillet. Et donc en ce mois de mai, j'ai fait la lecture de mon premier Ayazawa parce que voilà, comme je vous disais dans mon tag je crois, j'avais lu quelques nanas au collège mais vraiment très peu et je m'en souviens même plus quasiment. Enfin je sais que quand je vois les nanas ça me dit quelque chose mais vraiment voilà, j'étais vraiment pas à jour dedans ni quoi que ce soit. Et du coup mon premier Ayazawa c'est pour Paradise Kiss. Et Paradise Kiss, c'est en 5 tomes, donc là moi j'ai l'intégrale, mais voilà, vous pouvez les trouver d'occasion à pas du tout un bon prix. Les 5 tomes, sinon il y a une autre intégrale plus récente de Kana, qui a une couverture jaune, que j'ai très envie de m'acheter en fait, tellement j'ai adoré cette lecture. Et donc dans Paradise Kiss, on va suivre Yukari, qui est une lycéenne, voilà, qui est à fond dans ses études, voilà, elle bosse bien. Elle prépare aussi ses concours pour rentrer à l'université. Et Yukari, alors qu'elle se balade, va tomber sur des gens assez bizarres, assez excentriques, voilà, assez tape à l'œil, puisqu'ils ont un look totalement atypique. Et ces gens-là, voilà, qui ont à peu près son âge, viennent d'une école de mode et sont à la recherche d'un mannequin. Et ils l'ont repéré parce que voilà, Yukari a l'apparence parfaite. Même si il faudrait qu'elle soit un petit peu relookée parce que son air de lycéenne ne convient pas trop à la marque Paradise Kiss que ses élèves ont créée. Et ils ont vraiment absolument besoin d'un mannequin.
Et donc de là va partir beaucoup de questions pour Yukari. Est-ce qu'elle va accepter ou non? Non, mais c'est hors de question, elle va pas devenir mannequin, voilà, elle a un avenir tout tracé. Et finalement, est-ce que ça lui plaît vraiment ce qu'elle fait, alors qu'elle étudie pour quelque chose qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut vraiment faire plus tard. Et du coup, elle va peut-être se laisser porter dans l'aventure pour devenir le mannequin de Paradise Kiss le temps d'un défilé en fin d'année. Du coup, Paradise Kiss, ça a été vraiment une lecture hyper addictive. Voilà, j'ai bouffé l'intégrale en un week-end. C'était génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'humour des personnages et du coup l'humour Ayazawa a totalement fonctionné sur moi. Voilà, j'ai les expressions de Yukari qui est toujours dans l'excès, de colère des fois, me font beaucoup rire. Voilà, ça marche totalement sur moi. Donc trop cool, je ne vais pas laisser passer cette occasion de rire parce que c'est vrai que j'ai du mal avec certains humours dans certains mangas. Mais voilà, ça a totalement fonctionné sur moi de ce côté-là. Et bref, je vous en dis pas plus, parce que voilà, comme je vous disais, je vais en parler dans un zoom sur, mais c'est un récit vraiment sur les premiers amours, vraiment très plein de passion, mais des amours voilà, qui collent pas forcément, voilà, c'est plus de la destruction qu'autre chose. Mais c'est quand même une relation qui va apporter beaucoup à Yukari, qui va lui permettre de s'émanciper de certaines choses, de prendre son indépendance, voilà, de son passage à l'âge adulte, au monde professionnel finalement. Voilà, et il y a tout un univers autour voilà, de la beauté, du stylisme, de la mode, des trucs que vraiment je ne m'y intéresse pas du tout et qui pourtant m'ont passionnée là-dedans. J'ai beaucoup aimé voir toutes les robes, etc. Même si je trouvais que certaines scènes, notamment la scène du défilé, passait vraiment très vite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce shoujo qui en fait s'éloigne totalement des codes classiques du shoujo et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais un petit peu peur de la fin. J'avais un peu peur de la manière dont ça allait se conclure et au final ça m'a totalement convaincue. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, donc j'étais très contente. Voilà, c'était le bon choix à prendre parce que voilà quoi, je vous laisse, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le découvrir. En tout cas, pépite. Ensuite, j'ai lu l'intégrale des 7 tomes de Le Monde de Ran. Le Monde de Ran, c'est assez particulier, ça va être assez complexe de vous en parler. Et dans Le Monde de Ran, on se trouve dans une petite ville au Japon où on se trouve dans une maison de sorciers, puisqu'on va suivre Ran, qui est une petite fille de 7 ou 8 ans, qui a du mal à s'intégrer à l'école, voilà, elle est un petit peu la paria, personne ne veut lui parler, donc voilà, elle aime pas du tout, elle, ce qu'elle veut c'est être sorcière comme sa mère, parce que sa mère c'est un petit peu la reine des sorcières qui protège en fait cette petite ville, puisque les sorciers sont là pour protéger les humains des insectes un petit peu diaboliques qui pourraient entrer dans cette ville et faire vraiment un massacre. Et du coup, Ran, elle a un petit tips, c'est que elle a des baskets Nike qu'elle peut enfiler et quand elle les enfile, elle devient adulte. Voilà, elle devient une jeune femme tout à fait attrayante. Ce qui fait que, en fait, on a un personnage qui reste enfant, mais dans un corps d'adulte. Alors ça peut poser des problèmes. Au début j'ai eu un peu peur de ce qui allait se passer, puisque bah, voilà, il y a un homme qui va tomber amoureux d'elle, et elle va pas lui dire qu'elle est une enfant en fait, parce que ça va vraiment être son petit jardin secret, voilà, où on la prend pas pour une enfant, on la surprotège pas, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce récit qui apporte beaucoup de thématiques sur l'enfance, sur la prise de maturité. Est-ce que c'est parce qu'on est adulte qu'on n'est pas encore un enfant? Quand est-ce qu'on est mature? Est-ce que c'est l'âge à avoir avec ça en fait? Est-ce que l'âge y est pour quelque chose finalement? Et voilà, ça nous parle un petit peu des histoires d'amour de Ran, voilà, ses relations avec les autres. Et c'est vraiment un manga hyper atypique, voilà, j'ai jamais vu ça, même dans la narration,
c'est pas, enfin je veux dire, on a des choses, enfin j'ai trouvé que l'univers construit était vraiment original. L'idée des baskets, enfin j'ai beaucoup aimé vraiment, c'était vachement chouette. Je suis vraiment tombée sous le charme du dessin de Akihiri parce que c'est magnifique, rien que, enfin vous voyez avec ces couvertures pleines de détails, ça part dans tous les sens, il y a de la paillette, tout ça, j'aime beaucoup, il y a un petit, il y a vraiment un côté vraiment magique finalement qui se dégage de tout ça. Et avec Ran, j'ai un petit peu cette impression de Alice au pays des merveilles parce que Ran c'est un personnage très enjoué qui est toujours en soif de découverte et qui est toujours pleine d'entrain, et à travers elle en fait on va un peu découvrir son univers, et elle découvre aussi l'univers humain grâce à certains personnages, et c'est super chouette d'avoir ce parallèle, vraiment j'ai beaucoup aimé. Bref, le monde de Ran, si ça vous intéresse, j'en ferai un zoom sur, dites-moi dans le sondage lequel vous préférez pour le mois de juillet. Et on va passer à la suite. Et donc enfin, le dernier manga que j'ai lu entièrement, donc avec ses 9 tomes, il s'agit de Dans l'intimité de Marie, sorti chez Akata, et de Shuzo Oshimi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais acquis l'intégrale récemment, donc j'ai tout lu d'une traite. C'était encore une fois très percutant, hein, du Shuzo Oshimi qui nous met face à des situations qu'on n'a pas forcément envie de voir, qui arrive à dépeindre des expressions sur les visages qui sont hyper parlantes. Et pour autant, ça n'a pas été non plus le meilleur de Shuzo Oshimi que j'ai lu, parce que j'avoue que celui-ci, il m'a vraiment gênée. Dans le sens où, des fois, je me disais, ça va un peu loin quand même. Parce que, voilà, il a toujours ce truc d'être dans l'excès sur certains trucs. Et là, on est vraiment dans l'intimité, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de scènes sexuelles. Et faut vraiment pas trop être gêné avec ça. Des fois j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant, mais j'ai quand même compris le propos à certains égards. Mais celui-ci m'a encore laissé un peu perplexe, je sais toujours pas trop quoi en penser, même si voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je trouvais ça très addictif. Mais je pense que ce sera pas mon préféré, voilà. Après j'ai pas encore tout lu de lui, il me restait encore Happiness à découvrir, qui va faire partie de mes prochaines acquisitions. Mais voilà, et pourtant, c'est pas, je trouve que c'est pas non plus le sujet le plus touchy qu'il ait pu faire. Mais voilà, là c'était plus lié à la sexualité notamment, et à la condition féminine. Et du coup, ça... Voilà, sur certains trucs, j'étais là, bizarre. Et donc bref, en fait dans l'intimité de Marie, ça a une particularité, c'est présenté un petit peu sous une sorte d'enquête qui prend un petit peu plus d'ampleur dans la deuxième partie du manga. Puisqu'en fait, on va suivre un homme qui est un peu lamentable. Voilà, cet homme est censé aller à la fac depuis 3 ans, il fait croire à sa famille qu'il va à la fac, sauf que non, il a abandonné et il passe ses journées dans un appart hyper crade à jouer aux jeux vidéo et à se masturber. Et tous les soirs à 21h, il va dans une supérette pour croiser Marie, qui est une jeune lycéenne qu'il trouve très 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 jolie. Et il sait pas trop pourquoi, des fois il la suit un petit peu voilà, parce qu'il aime bien être proche d'elle. Et un soir où il la suit, Marie se retourne, le regarde, et là, il tombe dans les vapes. Et quand il se réveille, il est dans le corps de Marie, avec sa pleine conscience. Donc là, on se dit, hyper classique le scénario, sauf que, du coup, Isao, voilà, il s'appelle Isao, quand il va aller toquer chez lui-même, enfin son vrai corps, pour voir si Marie est dans son corps, et bien il se rend compte qu'en fait Marie n'est pas là. Marie a disparu et que dans son corps vit lui. Donc il y a 2 lui qui existent en même temps. Sauf que le vrai Isao se dit mais il est complètement taré ce gars, qu'est-ce qu'il... Enfin cette fille du coup, puisqu'il est dans le corps de Marie. Et du coup là il est totalement désemparé, il se dit comment je vais faire pour récupérer mon corps, où est passée Marie. Et donc voilà, ça pose pas mal de questions sur la sexualité, la condition des femmes, surtout des jeunes filles.
Les relations entre filles aussi, j'ai trouvé que c'était vachement intelligent de voir à quel point les filles entre elles peuvent être toxiques pour rien finalement. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si voilà, comme je vous disais, il y a vraiment des trucs qui m'ont dérangée. Et dans les messages, j'ai moins retrouvé ce que j'ai retrouvé dans d'autres. Mais voilà, c'est du Fuso-Chimie, donc j'ai forcément beaucoup aimé, et notamment voilà, le dessin. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé moins fort sur mais c'est vrai que je l'ai trouvé moins fort sur certains trucs que les fleurs du mal ou les liens du sang que j'adore. Du coup voilà, dites-moi si vous préférez un zoom sur Paradise Kiss, le monde de Ran, ou dans l'intimité de Marie pour le mois de juillet. Je vous mets le sondage juste ici. Et on va rapidement passer à la suite. Voilà, rapidement parce que là, ça fait déjà trop de temps que je discute. Rapidement, je passe sur Beastars. Voilà, j'ai continué ma lecture du tome 4 à 7. La tension monte. Je trouve que le personnage de Legoshi, qui est le personnage principal, qui est ce loup, prend en puissance. Voilà, il sort de l'ombre, en fait, parce que c'est un petit peu un loup de l'ombre qui va se diriger un petit peu vers la lumière, en fait, parce que voilà, il va prendre plus de décisions par rapport à avant. Il va se poser des questions parce qu'il est quand même amoureux d'une lapine, donc un carnivore et une herbivore, ça le fait pas trop. Du côté du personnage de Louis, qui est le cerf populaire, on a aussi une énorme évolution. Voilà, donc vraiment tous les personnages évoluent. C'est plus j'avance, plus Beastars c'est bon. Donc voilà, on verra avec la suite. J'en suis encore loin de la fin. Mais franchement c'est excellent. Même au niveau du dessin, je suis pas du tout dans le délire Fury, parce que voilà, c'est des animaux humanoïdes en fait, enfin humanisés. Des animaux humanisés finalement, et je suis pas du tout dans ce délire là, et en fait ça fonctionne super bien avec Beastars. Du coup je me dis bon bah peut-être que j'ai renié certains trucs mais voilà, très étrange, mais c'est marrant de se dire que quand même avec des personnages animaux on arrive à décrire aussi bien les relations humaines, c'est incroyable vraiment. C'est pour l'instant je trouve que c'est vraiment du génie sur l'écriture et la narration. J'aime beaucoup les idées, ce qu'on nous montre, les messages qu'on veut nous faire passer. C'est génial, et je sais que j'ai encore rien vu. Enfin, je suis qu'au début, donc voilà. Ce sera en 22 tomes, je crois, et on en a 16 en France. Donc voilà, je vais tranquillement compléter ça. Et c'est génial, vraiment, j'adore. J'ai trop envie de voir l'animé. Qui est animé en CGI, donc moi je suis pas du tout CGI, mais apparemment l'animation est super chouette et adapte très bien le manga avec ses petites spécificités. Donc voilà, Beastars, top du top, j'adore. Et enfin, pour terminer avec les mangas, j'ai lu un one-shot de Kan Takahama que je vous avais présenté avec la lanterne de Nyx. Et donc il s'agit de Tokyo Amour et Liberté, qui a été une excellente lecture. Voilà, j'ai adoré cette lecture, et pourtant voilà, je me découvre des attraits particuliers, parce que là on est quelque chose de beaucoup plus adulte par rapport à la lanterne de Nyx, mais on est toujours sur certaines mêmes thématiques. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre, comment s'appelle-t-il, Inshin, qui est un écrivain érotique. Et donc Inshin, il travaille avec un homme qui publie en fait des revues sur la sexualité, voilà, que c'est un peu tabou encore. Et donc ils vont se rendre dans des quartiers des plaisirs, voilà, ils vont rencontrer des femmes. Donc il y a beaucoup de nudité dans ce one shot, hein, voilà, si ça vous dérange, voilà. Mais c'est pas hard, hein, mais voilà, il y a de la nudité, moi ça m'a pas dérangé du tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très jolie histoire, très touchante, et je suis ravie de retrouver la patte graphique de Kan Takahama, voilà, avec ces planches noires qui se découpent autour. Et c'est un récit en fait qui commence avec qui est très lumineux finalement, parce que tout va bien pour Ishin, oui. Et plus on avance, et plus les thématiques se font profondes, et plus aussi le récit devient un petit peu plus sombre aussi. Puisque la vie va se complexifier avec le temps. Et donc voilà, on se retrouve vraiment dans un Japon des années 20,
avec un système très conservateur, sur un fond aussi de guerre. Et voilà, on oscille entre érotisme, histoire d'amour, passion, vouloir parler de choses dont on nous interdit. Et voilà, j'ai trouvé que ce one shot était hyper bien rythmé, qu'on prenait le temps d'exposer les choses, d'exploiter certains sujets. C'était très bien dosé en fait entre toutes les scènes. Voilà, il n'y en avait pas trop, il n'y en avait pas assez. Voilà, c'était vraiment un super dosage. J'ai vraiment beaucoup aimé Tokyo Amour et Liberté et je le relirai avec plaisir pour faire un deuxième avis parce que voilà, c'est des lectures assez enfin qui parlent de tellement de choses finalement, voilà, qu'il y a certaines choses que je n'ai peut-être pas vues. Je suis fan du dessin incontestablement et donc j'ai très hâte de lire aussi L'envol du papillon, qui le dernier envol du papillon même, qui est un autre one shot que je possède de Kantakama. Ensuite on enchaîne, ça va aller très vite. J'ai lu ce roman graphique, donc Little Moments of Love. J'en ai pas parlé sur les réseaux, je vous en parle là rapidement parce que ça va très vite. C'est voilà, Katana en fait qui a décidé de, par des petites scénettes voilà, de 4 cases, 2-3-4 cases voilà, à chaque fois, de montrer un petit peu le quotidien qu'elle a avec son amoureux, voilà, voir un petit peu parce que quand on se dit qu'on est en couple, on se dit qu'on fait des trucs, on se demande si les gens font pareil. Voilà, c'est une compilation de plein de petites scénettes voilà, sur l'amour, leur relation amoureuse. Voilà, c'était mignon mais pas mémorable. Je pense que les enchaîner comme ça, c'était pas idéal. Parce qu'à la base, c'est un format qui est publié sur internet, voilà, de temps en temps, quelques planches. Du coup, je pense que ça passerait mieux comme ça sur un fil d'actualité, évidemment. Donc du coup, je sais pas si je lirai les autres, j'avoue, voilà. Voilà, parce que voilà, c'était sympa, mais ça m'a pas transcendé quoi. Ensuite, j'ai lu, elle s'appelait Tomoji de Jiro Taniguchi, que j'avais beaucoup aimé avec Quartier Lointain. Et là, Tomoji, c'est un personnage qui a vraiment existé, c'est une jeune fille, donc on la suit de sa naissance jusqu'à son âge adulte dans ce récit. Et c'est une jeune fille voilà, qui vit dans une campagne profonde du Japon. Voilà, c'est très rural, c'est très attaché à ses traditions. Et voilà, on va suivre l'évolution de cette jeune fille qui a vécu des choses horribles dans sa vie. Voilà, la vie a rarement été toute rose. Elle travaille beaucoup, elle doit aider sa famille. On nous dépeint vraiment un Japon très traditionnel avec les mariages, etc. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était sympa. Après, pareil, pas mémorable, voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur sur certains trucs, parce que c'est vrai que ben, on passe sur 30 ans de la vie quasiment non, on passe quand même sur les 20 premières années de vie de Tomoji, donc évidemment ça va vite. Mais sur certains trucs, j'ai vraiment trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça très joli. Il y a certaines pages en couleur qui sont vraiment chouettes. Voilà, j'aime beaucoup hein, de toute manière le dessin, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Le côté très traditionnel. Et en fait, Tomoji aussi est connu pour avoir créé le temple Shomojin, je crois que c'est ça. Shojutsin. Shojutsin, voilà, je vous l'écris. Voilà, sauf que voilà, il nous dit c'est une autre histoire, voilà, et c'est vraiment axé sur l'enfance du personnage. Et du coup, voilà, c'était vraiment cool sur certains trucs. On sent la tradition japonaise à travers ces planches, la nature qui en dégage, les liens familiaux. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, pas non plus très mémorable et un petit peu survolé sur certains trucs, j'ai trouvé. Mais voilà, c'était quand même sympa. Et enfin, j'ai lu une BD, il s'agit du 3e tome de Dans les yeux de Lia. Voilà, donc 3e et dernier tome de cette enquête. Voilà, un petit peu mitigée sur ce 3e tome. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment moins palpitant que les premiers et que voilà, la résolution était très simple finalement. J'ai vraiment pas grand chose à en dire à part le fait que voilà, j'aime bien les personnages, j'aime bien le dessin aussi qui est plutôt sympa. Mais voilà, au niveau de l'enquête, c'était pas la chose que j'attendais quoi. Enfin,
je sais pas, j'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça un petit peu creux par moment. Mais voilà, dans l'ensemble j'ai quand même passé un bon moment avec Dans les yeux de Lia, mais c'était pas la lecture... Voilà, je m'en souviendrai pas clairement, vraiment non, j'ai bien aimé les messages, mais c'est vrai que c'était pas... Pareil, ça ne m'aura pas marqué comme lecture, surtout que bah voilà, du coup je m'attendais à autre chose pour le 3e et dernier tome. En tout cas, ben voilà, du coup j'ai fini cette vidéo qui est méga longue. N'hésitez pas à me dire du coup pour le zoom sur si vous préférez entre les 3 mangas celui que vous préférez. Moi du coup bah voilà, dites-moi ce que vous avez lu au mois de mai, si vous avez lu des livres que j'ai lus, réagissez, n'hésitez pas en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous dis de bonnes lectures et de bons visionnages comme d'habitude, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!